Alors, bienvenue à vous qui nous suivez sur la 88.4 MHz. Aussi, bienvenue à vous qui nous suivez à la télévision sur la Parole Éternelle Télé. Nous vous remercions de votre fidélité accordée à cette chaîne et nous vous accueillons dans En Bonne Santé, votre magazine de la santé. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour découvrir, parler et voir comment est-ce que nous pouvons éviter de tomber malade. Nous disons toujours dans cette émission, vaut mieux prévenir que guérir et savoir, on peut sauver une vie quand on sait. On va découvrir le ténia aujourd'hui. C'est une maladie que vous connaissez d'une certaine façon. Les mamans connaissent et les mamans luttent contre cette maladie aussi dans leur coin. Mais aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons découvrir c'est quoi cette maladie et comment nous pouvons lutter pour ne pas attraper cette maladie. Le ténia, c'est notre préoccupation de ce jour avec le docteur Idriss Tchibangou. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour madame, merci d'être. Alors une nouvelle fois, nous vous accueillons sur le plateau de En Bonne Santé aujourd'hui pour parler d'une certaine autre maladie, aussi très négligée par plusieurs personnes, mais c'est à vous de nous dire si elle est dangereuse. Je signale que nous vous recevons en tant que médecin vétérinaire. Vous œuvrez ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Alors, en tant que médecin vétérinaire, nous pouvons savoir c'est quoi le ténia. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, le ténia, appelé communément ténia, parce que c'est le nom qui est en vogue. C'est un nom courant. Voilà, hein, courant, très courant. Alors, le ténia, autrement, le nom de la maladie, c'est la cysticercose, voilà. Cysticercose. Voilà. Pas facile à prononcer. Pas très facile à prononcer. Oui. Merci. Donc, la cysticercose ou ténia, c'est une maladie inflammatoire qui est transmise par la consommation de la viande du porc infectée et mal cuite, ou encore par la consommation d'une eau qui est infectée, ou encore la consommation des aliments qui n'ont pas été bien lavés, notamment les légumes et tout ça. C'est ça qui cause la transmission de cette maladie. Le ténia. Voilà. Alors, transmission de animal à homme, donc de viande à homme. On va voir pourquoi est-ce que c'est seulement la viande de porc, ou est-ce que c'est seulement la viande de porc qui peut transmettre cette maladie, pourquoi? Bon, c'est pas seulement la viande de porc qui transmet le ténia, c'est pas seulement la viande de porc. Il y a également la viande de bœuf qui peut transmettre cette maladie. La viande de bœuf aussi. Oui, la viande de bœuf qui peut transmettre, mais seulement qu'au niveau de la viande de bœuf, pour commencer, d'abord, cette maladie, elle est causée par trois types de ténia, voilà, trois espèces. Il y a les ténias qu'on appelle ténia solium, qui est pathogène, voilà, les ténia saginata et les ténia asiatica. Donc les deux types de ténia que je viens de citer, saginata et asiatica, sont des ténia qui ne transmettent pas la maladie, qui ne sont pas pathogènes. Voilà. Mais le ténia solium qui est hébergé par le porc, c'est là qu'on a dit que c'est la viande de porc qui transmet la maladie, ou c'est le porc qui constitue ce qu'on appelle l'hôte de cette maladie. Et voilà, c'est la viande de porc qui, en consommant cette viande-là, infectée, non consommée, non pas bien cuite, qui peut facilement transmettre cette maladie. Voilà. Alors, le porc que nous mangeons tous les jours, la viande de porc qui se paye tous les jours au coin des rues. Voilà. Oui. Alors, c'est quoi la particularité dans le porc quand il arrive à nous transmettre cette maladie? Seulement parce qu'elle n'a pas été bien cuite, ou il y a quelque chose d'autre? Quand on a cuit bien, c'est fini, on n'a pas la maladie, on ne peut pas attraper la maladie. Il y a quelque chose d'autre dans le porc exactement pour que cela soit un danger? Bon, la responsabilité, elle est partagée, je voudrais le dire, parce que un porc qui, comme on a dit, le porc, c'est un hôte, voilà, c'est un animal qui peut héberger cette maladie. Mais ce qui est recommandé, c'est que quand le médecin vétérinaire fait bien le travail, notamment par des vermifuges, par un traitement adéquat, cette maladie peut mourir dans le corps de l'animal. Mais dans le cas où cette maladie migre vers les organes de l'animal, notamment la viande de l'animal, voilà, cette maladie peut être transmise
à l'homme. C'est ça qu'il faut faire. Mais comme je l'ai dit, si vous cuisez comme il faut la viande, une bonne cuisson de la viande peut facilement, à une haute température, peut facilement tuer ces œufs, voilà, ces larves-là, et quand on le consomme, on n'a pas de problème. Alors, le ténia qui se transmet de porc à homme est aussi un danger aujourd'hui. Est-ce qu'avant de continuer, l'homme qui est déjà, qui a ce ténia en lui peut transmettre aussi à un autre homme avant d'aller découvrir autre chose? Est-ce que l'homme peut transmettre à un homme après avoir eu ça de la viande? Bon, il n'y a pas une transmission d'homme à homme qui directe, voilà, ça il faut le dire comme ça, direct, mais il y a une transmission indirecte, notamment dans les milieux ruraux. C'est que ces larves-là qui sont dans l'homme peut déféquer, voilà, peut-être dans un milieu naturel, ça peut être dans l'eau, pour les enfants, ou dans les milieux reculés, les gens prennent de l'eau, par exemple, l'eau des rivières, voilà, l'eau des lacs. L'homme peut aller déféquer à côté, et puis en déféquant, il laisse les œufs ou les larves de ce porc-là, du ténia, voilà, dans l'eau. Et quand l'homme consomme ça, il peut facilement contracter également la maladie. Alors, quels sont les symptômes? Comment je sais que j'ai le ténia? Parce que dans la cité, c'est devenu, quand tu manges beaucoup, on te dit ah, fouille ni ténia, on a ténia. Est-ce que c'est ça qui prouve que nous sommes atteints, ou il y a d'autres symptômes qui signalent que la personne est déjà malade? Bon, comme pour la plupart de maladies, je veux dire maladies parasitaires, voilà, il n'y a pas de signes pathognomoniques, comme on le dit en médecine, des signes qui prouvent que ça c'est seulement le ténia, mais il y a des signes qu'on peut facilement observer chez une personne, notamment en fonction de la localisation de la maladie. Parce que très souvent, la transmission, comme je l'ai dit, elle s'est faite par la voie orale, quand on consomme. Elle arrive au niveau de l'estomac, ou encore les larves arrivent au niveau de l'estomac ou encore de l'intestin. Il peut facilement migrer, et dans cette migration, il peut migrer au niveau des yeux, il peut migrer, voilà, au niveau pas seulement des yeux, il peut migrer au niveau de la peau, il peut migrer au niveau du système nerveux central, et il peut migrer aussi au niveau des muscles. Il se présente comment? En migrant comme ça, par exemple, au niveau de la peau, le signe qu'on peut observer, il y a des gens qui ont des nodules qui sont sous forme comme des boutons au niveau de la peau, qui peuvent rester, mais ce sont les œufs de ténia. Ça peut être au niveau du système nerveux central. C'est là que j'aimerais aussi attirer l'attention de la population qui est en train de nous suivre aujourd'hui. C'est qu'ils peuvent facilement provoquer des crises d'épilepsie. Les crises d'épilepsie, très souvent, les gens pensent que quand quelqu'un fait l'épilepsie, il est sorcier et tout. Non, ça peut être causé par le ténia. Et c'est l'un des signes aussi vraiment importants. Il peut faire des crises d'épilepsie. Et beaucoup de gens pensent que l'épilepsie, c'est une maladie qui est incurable. C'est vrai qu'il y a bien d'autres causes de l'épilepsie, mais le ténia peut aussi faire ça. Au niveau de muscles, on peut avoir des douleurs musculaires, je voulais dire. Il y a aussi au niveau du système nerveux, ça peut contribuer à des convulsions au niveau du système nerveux central, bon, pour les citer. Mais ça peut amener à l'anxiété. Si c'est au niveau du type digestif, comme on l'a dit, ça peut conduire à beaucoup d'autres signes digestifs. Et voilà, donc c'est ça les signes que je peux donner aujourd'hui par rapport au ténia. Alors le ténia, il est plus dangereux pour l'homme ou pour la femme, pour l'adulte ou pour l'enfant, ou tout le monde est concerné? Non, tout le monde est concerné. Il n'est pas dangereux que pour l'homme, pour l'enfant, pour l'adulte et tout ça, tout le monde est concerné. Donc quand tu fais le ténia, ça peut provoquer beaucoup de maladies, beaucoup de signes. Ça peut conduire même notamment à des crises, même vers la mort, voilà, s'il n'est pas traité à temps. Oui. Alors la prise en charge est très importante quand on sait déjà que nous sommes atteints. Alors c'est par ces signes seulement que nous allons savoir que nous avons ce problème de santé, nous avons été en contact avec le ténia. Est-ce que dès la découverte des premiers signes, on prend en charge, il y a possibilité que la personne guérisse directement? Ou est-ce qu'il y a un temps limite qu'on ne peut pas dépasser quand on a atteint la maladie?
Bon, par rapport à ça, c'est que ça, c'est l'apanage des médecins. Moi, je ne veux pas aller au-delà des médecins des médecins humains, parce que moi, je soigne. Moi, je parle du ténia en termes d'une zoonose, notamment parce que l'animal qui est le porc est concerné, il transmet à l'homme, mais on peut facilement, quand on découvre la maladie, c'est vrai que ce sont des signes que tu peux découvrir comme ça. Tu as peut-être des maux de ventre, tu as des crises d'épilepsie, tu as ceci et cela, mais quand on amène la personne à l'hôpital et qu'il y a une bonne prise en charge, notamment des hôpitaux mieux équipés pour faire des examens comme il faut, il y a une bonne prise en charge, la personne va guérir de cette maladie. On parle du ténia. Le ténia comme maladie, il se présente à quelle forme? Parce que là, si on parle des signes, ce sont des boutons, ça atteint les yeux, ça atteint un peu partout les parties du corps. Mais dans la cité, on prend ce qui se dit. Si cela est vrai, est-ce que le ténia se présente comme un ver, par exemple, comme un ver déterminé dans le corps, comme un ver intestinal, par exemple, qu'on peut sortir de son corps? Parce qu'il y a certaines méthodes qu'on se dit, hein, quand on était enfant, on se disait qu'avec une sauce, par exemple, une sauce piquante ou une odeur forte, on peut se débarrasser du ténia par la bouche. Est-ce qu'il se présente dans une forme telle qu'un ver intestinal, par exemple? Oui, parce que je suis en train de parler, pas devant les scientifiques, mais devant la population. Le ténia, c'est un ver intestinal. Et voilà, il se présente comme tel. Et quand on traitement, je ne veux pas entrer dedans pour dire, quand on prend la sauce, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent au niveau de la cité, mais ce que nous recommandons aux gens, c'est d'aller dans un centre de santé, dans un hôpital, à des endroits appropriés pour se faire vacciner, pour se faire soigner par rapport à cette maladie. Mais ce qui est vrai, le ténia, c'est un ver intestinal. Alors, voilà, quel est le lien il y a entre la faim qu'on peut avoir et dire que c'est le ténia et le ténia lui-même? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut commencer à manger excessivement, avoir gravement faim quand on a le ténia? Oui, certes, c'est vrai. Ça, c'est vrai par rapport au ténia, c'est que on va commencer à manger excessivement parce que c'est un ver qui est quand même grand détail et tout dans l'organisme de l'homme. On va commencer à manger excessivement. Et parmi les signes, peut-être je ne l'ai pas dit, parmi les signes de quelqu'un qui souffre du ténia, c'est notamment aussi l'amaigrissement. La personne va vraiment maigrir, malgré que la personne consomme beaucoup. Mais la personne va beaucoup maigrir et voilà, c'est un peu ce que je peux dire là-dessus. Oui. Est-ce que ça se guérit? Si ça se guérit, ça se guérit, je veux dire, définitivement? Ou est-ce qu'il peut être soigné, il laisse ses œufs et lui il s'en va et ses œufs continuent à travailler dans le corps de l'homme? En fait, le ténia s'est guéri définitivement. Le ténia s'est guéri définitivement, mais là où on voulait aussi attirer l'attention de la population, c'est qu'il faut suivre le traitement adéquat, notamment en respectant la cure, notamment en respectant la dose recommandée et tout ça. Quand vous respectez toutes ces choses-là, selon la prescription médicale que vous donnera le médecin ou selon le traitement que le médecin appliquera par rapport à la maladie, la personne va guérir de cette maladie et définitivement. Définitivement. Voilà. Alors nous parlons du ténia et nous sommes en train de découvrir ce que c'est que cette maladie. C'est une maladie, on le découvre aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut ranger l'intérieur de la personne jusque peut-être à la longue l'emmener à la mort. Je le disais déjà au début, les mamans pouvaient peut-être dans le temps commencer à lutter contre cette maladie en parlant de ce que tout le monde connaît dans la cité. Comment est-ce qu'on peut éviter le ténia, faire cuire le porc? Elles avaient raison sur plusieurs points. Il faut bien faire cuire votre viande de porc pour éviter à ce que vous ne mangez une viande déjà infectée. Mais quand vous avez dans votre parcelle, dans votre ferme élevé des porcs, il faut aussi bien les prendre en charge, les faire suivre par un vétérinaire pour éviter que ce porc que vous allez manger un jour ne soit atteint de ténia et qu'il ne transmette demain à l'homme cette maladie. Alors, on peut se dire, il y a un temps d'incubation. Donc, quand on a mangé la viande de porc et jusqu'à ce qu'on va manifester la maladie ou commencer déjà à faire l'épilepsie, des convulsions et tout, est-ce qu'il y a un temps où c'est le même jour et le même jour on commence? Bon, par rapport à la durée d'incubation de la maladie,
elle va notamment par l'injection de soit de la viande, soit de l'eau, parce qu'il ne faut pas que soit des légumes qu'on a eu à cultiver dans des endroits où on a peut-être des féquets où il y a les larves des ténias. C'est que la durée d'incubation elle est de 8 semaines. Donc elle va de 8 semaines, et on peut commencer à observer le signe de la maladie. Mais comme toute autre maladie, c'est que ça dépend aussi de la localisation et tout ça. Par exemple, quand vous regardez au niveau de l'estomac, c'est aussi vite qu'on peut observer cela, le temps que le ténia se développe et tout ça. La personne va commencer à beaucoup manger, mais aussi à connaître l'amaigrissement. Mais ça peut conduire aussi à la cécité. La cécité, donc le manque de vue. La personne ne voit plus au niveau des yeux. Et ça va prendre quand même le temps pour découvrir cela et tout ça. Donc, c'est ça la durée d'incubation du ténia. 8 semaines, donc 2 mois pour découvrir qu'on est malade. Et dans les 2 mois, il y a des dégâts qui se font dans le corps. Oui, il y a des dégâts qui se font dans le corps, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose, astuce, quand on découvre directement qu'on est malade, avant la prise en charge de médecin, quelque chose qu'on peut faire à la maison, vous, en tant que médecin vétérinaire? Peut-être qu'il y a un conseil, quelque chose qu'on peut directement dans l'alimentation, peut-être dans le comportement qu'on peut faire pour éviter à ce que le ténia commence déjà à se multiplier avant d'être totalement pris en charge par un médecin? Bon, il n'y a pas de prise en charge. Bon, il n'y a pas d'astuce, voilà. Ce que nous recommandons aujourd'hui à la population louchoise, c'est d'éviter de faire l'automédication. Voilà, quand vous regardez les signes, ce sont des signes qu'on peut non seulement voir, qui peuvent être des signes du ténia, qu'on appelle cysticercose, mais ça peut aussi être des signes d'autres maladies. Notamment quand on parle de convulsions, par exemple, les convulsions, on ne les observe pas seulement quand on souffre du ténia. Donc on peut les observer quand on souffre de bien d'autres maladies. Mais ce que nous recommandons à la population, c'est d'aller dans un hôpital quand tu observes le moindre signe pour n'importe quelle maladie qui peut être ténia ou autre chose, parce que la population n'est pas spécialisée dans le domaine. Il faut aller à l'hôpital. C'est au niveau de l'hôpital, c'est au niveau de l'hôpital qu'on va... au niveau de l'hôpital qu'on va faire le diagnostic correct. Ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Le diagnostic correct de quelle maladie, et s'il s'agit notamment de la cysticercose, voilà, on va prendre en charge la personne comme il faut, et la personne va guérir de la maladie. En charge seulement à l'hôpital, ça se passe comment? Bon, la prise en charge à l'hôpital, là, ça dépend du médecin. Voilà, c'est le médecin qui sait comment prendre en charge la personne qui souffre de cette maladie, voilà. Mais ce que nous pouvons peut-être à notre niveau dire ou alerter la population, c'est que aujourd'hui, il faut bien cuire la viande. Il faut bien cuire la viande, notamment la viande du porc, parce que quand on paye la viande du porc, on ne sait pas voir si la viande est infectée, infeste ou pas. On ne sait pas le voir. Notamment, il faut prendre une eau potable. Voilà, il faut prendre une eau potable, éviter d'aller par exemple d'aller prendre l'eau de rivière et tout ça. Il faut éviter, mais aussi par rapport aux légumes, parce qu'on l'a dit, les légumes, quand ils ne sont pas bien lavés, notamment avec les salades que nous consommons très souvent, quand ils ne sont pas bien lavés, ce sont des légumes qu'on mange crus comme ça. Alors, quand ils ne sont pas bien lavés, bien nettoyés, ça peut aussi transmettre la maladie. Donc, c'est un peu ça. Wow, le ténia, mais il y a une prise en charge qui se passe quand même à votre niveau avec le porc, puisqu'on ne peut pas quand même se débarrasser de tous nos porcs si on ne sait pas si oui ou non ils sont aussi atteints. La prise en charge se passe comment pour un porc qui est déjà soupçonné de faire la maladie? On va quand même le manger, mais ça se passe comment? Bon, pour la prise en charge au niveau de porc, c'est que dans les fermes porcines, il y a un traitement général que les vétérinaires font, un traitement général qui peut être mensuel, qui peut être et tout ça.
Et notamment, les vétérinaires, ce qu'ils font, c'est que c'est un vermifugeage. C'est un vermifugeage mensuellement et facilement l'animal peut guérir de la maladie. Et vous savez voir que cet animal est déjà atteint du ténia très facilement? Bon, très facilement, il n'y a pas de signes qui font voir ça, peut-être l'amaigrissement, mais en faisant peut-être certains diagnostics, on peut facilement connaître que, voilà, un diagnostic de certitude, notamment au laboratoire, on peut faire des examens comme ça pour savoir que cet animal est en train de faire le ténia. Mais à l'œil nu comme ça, c'est très difficile de voir et de savoir que ça, c'est des signes qu'on observe chez les ténias en train de souffrir de la maladie. Alors, le conseil médical aujourd'hui, le docteur Idriss l'a bien dit, commencez à bien faire cuire votre viande de porc, lavez très bien vos légumes, les légumes que vous mangez surtout crus, il faut très bien les laver pour éviter à ce qu'ils ne transmettent la maladie, qu'ils ne soient peut-être infestes et que vous ne soyez atteints, mais aussi buvez de l'eau pure, surtout vous qui partez dans des coins les plus reculés où c'est difficile d'avoir de l'eau du robinet. Tenez compte de l'eau que vous buvez, même si c'est de l'eau de la rivière qu'il faut d'ailleurs éviter. Tenez compte de l'eau que vous buvez. On peut y mettre des produits pour purifier l'eau, pour éviter à ce que vous buviez de l'eau sale, de l'eau déjà atteinte et que vous ne soyez aussi, que vous n'attrapiez, que vous ne fassiez le ténia. C'est une maladie aussi grave. Il n'y a aucune maladie qui peut être négligée. Parce qu'on dit que c'est une maladie, alors elle est à éviter, éviter. Et donc, comment éviter? On vous a dit comment le faire. Alors, merci à vous surtout de nous avoir éclairé sur ce petit point qui semblait être petit avant qu'on le connaisse, mais aujourd'hui, on a découvert que c'est aussi une maladie à éviter et on saura se prendre en charge. Prochainement, on se retrouve pour un autre numéro de En Bonne Santé. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre attention accordée En Bonne Santé. Un prochain numéro arrive pour essayer de sauver une vie. Au revoir et à la prochaine.